tout bascula avec le jeu des intérêts des Occidentaux combiné avec l'exigence de démocratisation qui toucha l'Afrique. Dès 1990, Mobutu fut lâché par les Belges, suivi par les Européens, et en 1993, les funérailles d'Houphouët furent aussi celles d'une certaine France-Afrique. Les modalités de la succession furent différentes. En Côte d'Ivoire, le dauphin constitutionnel Henri Konan Bédié, finalement élu en 1995, fit face au premier ministre du vieux Alassane Ouattara, qui dès le décès du patriarche avait montré son intention de lui succéder. Si Ouattara, venu des milieux financiers internationaux et formé aux États-Unis, avait été chargé de mettre en œuvre des politiques d'austérité impopulaires, c'est aussi parce que beaucoup ne le considéraient pas comme un Ivoirien de souche. De la même manière que quelques années plus tôt, Léon Kengo Ouaddondo, Tutsi d'origine, avait été chargé de remettre de l'ordre dans les finances de Kinshasa. En Côte d'Ivoire, Konan Bédié mena campagne contre son rival Ouattara, en inventant le concept d'ivoirité. Cette exclusive, au Congo, allait se traduire par celui de nationalité douteuse, puis, lors des élections de 2006, par la congolité. Même si les modalités de la succession furent différentes dans les deux pays, la guerre, elle, allait être au rendez-vous. À Kinshasa, alors que la France aurait souhaité associer Kengo Ouaddondo à la succession d'un Mobutu déclinant, les Américains s'étaient choisi un autre homme fort dans la région, sinon deux, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Ces deux nouveaux leaders entendaient diriger à distance l'immense Congo, sinon le morceler, avec l'assentiment de certains milieux américains. Dès que fut dissipée l'euphorie suscitée par la chute de Mobutu, tous les Occidentaux, Belges compris, s'entendirent sur un point commun qui ressemble étrangement au sentiment qu'inspire aujourd'hui Gbagbo, la détestation de la communauté internationale. Laurent Désiré Kabila, initialement choisi comme simple porte-parole des rebelles, s'était autoproclamé chef de l'État, entendait exercer ses prérogatives et encourager un développement auto-centré. La conclusion ne tarda pas, il n'était pas l'homme qu'il fallait. Le scénario de la Deuxième Guerre du Congo, lancé en août 1998 au départ du Rwanda, inspirera plus tard celui de la Côte d'Ivoire. Des rebelles, entraînés dans les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda comme plus tard le Burkina Faso, dénoncent les discriminations exagérées dont leur groupe ethnique est victime. Ils s'emparent d'une partie du territoire, l'occupent et envoient ses ressources vers les pays frontaliers, le Rwanda et l'Ouganda en l'occurrence. Les voisins de la Côte d'Ivoire feront de même. Le Ghana, le Burkina Faso bénéficient de l'exportation de matières premières venues de Côte d'Ivoire, le diamant, le cacao. Au Congo, en 1998, la communauté internationale choisit de qualifier de guerre civile une agression venue de l'extérieur et qui n'est pas soutenue par les populations de l'Est. Elle refuse de s'interposer et convoque une conférence de paix dont les dés seront pipés. À Lusaka, en 1999, les rebelles congolais sont mis sur le même pied que les représentants du pouvoir central, ce qui permet de mettre en minorité l'indésirable Laurent Désiré Kabila. En outre, l'argument des droits de l'homme est habilement utilisé pour discréditer le vieux maquisard. Alors que l'on sait aujourd'hui, grâce au Mapping Report de l'ONU, que les massacres de réfugiés Hutus ont essentiellement été commis par des rebelles sous les ordres de l'armée rwandaise ou par les commandos de Kagame lui-même, c'est à Kabila que l'on fait porter la responsabilité des tueries. Alors qu'à Lusaka, ses émissaires ont cédé aux pressions, Kabila se tourne alors vers la rue, où des manifestants dénoncent la capitulation. Il faudra attendre 2002 pour que la roue tourne. Auparavant, le 16 janvier 2001, le coriace président a été victime d'un assassinat dont les commanditaires sont toujours demeurés dans l'ombre. En Côte d'Ivoire, après que le général Gueye se soit brièvement emparé du pouvoir, des élections ont lieu en 2000, mais Alassane Ouattara, comme Henri Konan Bédié, sont empêchés de se présenter. Laurent Gbagbo, issu de l'opposition, l'emporte contre le général Gueye et, comme ce dernier, conteste le résultat du scrutin. Il recourt à ses militants qui descendent dans la rue. Gbagbo avoue lui-même que les conditions de cette élection étaient calamiteuses et promet un gouvernement d'union nationale.
La campagne de dénigrement est immédiate, les partisans de Gbagbo qui tiennent la rue sont accusés d'avoir commis un massacre de Dioulass, musulmans du Nord, à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Le président élu est accusé d'avoir repris à son compte le thème de l'ivoirité, cependant inventé par Bédier. Des campagnes sont menées contre le cacao ivoirien, la première ressource du pays, car des enfants, présentés comme esclaves, sont employés dans les plantations du Sud au dire de l'opposition dirigée par Ouattara. En 2002, l'éclatement de la guerre ne surprend guère ceux qui étaient passés par Ouagadougou. Les rebelles, des Ivoiriens du Nord, mais aussi des combattants recrutés dans tous les pays sahéliens, s'étaient entraînés durant des mois au Burkina Faso avec la bénédiction du président Blaise Compaoré. La France accepte cependant de s'interposer pour, à première vue, empêcher la chute de la capitale. Elle ne fait pas jouer les accords de défense, mais le contingent de la force Licorne se déploie dans une zone de confiance qui coupe le pays en deux, pour ensuite se mettre dans une posture de belligérance avec la destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne et des tueries massives devant l'hôtel Ivoire à Abidjan en représailles au bombardement du cantonnement français de Bouaké qui aurait fait 9 morts, dont un Américain au cours de l'opération Dignité. Lorsqu'en 2003, la France, sous Jacques Chirac avec De Villepin aux Affaires étrangères, convoque toutes les parties ivoiriennes dans un stade de rugby de l'Inas Marcoussis, la formule de Lusaka, déjà utilisée au Congo, est recyclée. Les rebelles sont placés sur pied d'égalité avec les représentants du gouvernement et ces derniers se voient sommés d'accepter un gouvernement d'union dans lequel les représentants des forces nouvelles occuperont des postes clés, la défense et la sécurité. En outre, les deux armées seront fusionnées. Gbagbo, placé devant le fait accompli, tente de calmer les siens avec à leur tête Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes. Les foules en colère envahissent les rues d'Abidjan. Au Congo, dès 2001, la négociation a repris avec Joseph Kabila. Plus malléable que son père, il a compris que, provisoirement en tout cas, mieux valait plier. En échange du départ des troupes étrangères et de la réunification du pays, les principaux groupes rebelles, le MLC de Bemba et le RCD de Ruberva, proches du Rwanda, sont intégrés au pouvoir de Kinshasa. Et ce n'est pas un hasard si le RCD se voit confier la défense et la sécurité, si Jean-Pierre Bemba a la haute main sur l'économie. De 2002 jusqu'en 2006, Joseph Kabila rassure les Occidentaux par sa modération. Il fait promulguer un code minier extrêmement ouvert aux investissements étrangers, promet de privatiser les entreprises publiques et donne tous les gages que lui demande le CIAT, Comité d'accompagnement de la transition, composé d'ambassadeurs étrangers. Il est récompensé de sa modération, non seulement par le vote des électeurs, 54%, mais aussi par le fait que son rival, Jean-Pierre Bemba, se retrouve entre les mains de la Cour pénale internationale. En outre, les accords de paix prévoient l'intégration des forces rebelles au sein de l'armée gouvernementale avec l'appui de la communauté internationale. En Côte d'Ivoire, d'autres accords signés à Ouagadougou cette fois, avec Compaoré comme médiateur, prévoient eux aussi des élections générales supervisées par les Nations Unies. Auparavant, les provinces du Nord, tenues par les rebelles, devraient être désarmées, les différentes armées intégrées ou démobilisées. En outre, Guillaume Soro, l'un des leaders de la rébellion, deviendra le premier ministre de Gbagbo. Ici aussi, les rebelles entrent au cœur du pouvoir. Au Congo, comme en Côte d'Ivoire, le volet militaire s'avère un échec. Dans le premier cas, l'intégration des divers groupes armés, basés sur le principe de l'impunité, introduira dans l'armée des militaires étrangers, ce qui privera Kabila du plus important des instruments de sa souveraineté, une armée fonctionnelle. En outre, l'est du pays n'ayant pas été désarmé, des rébellions comme celle de Nkunda ou d'autres en gestation font peser sur Kinshasa une sorte d'épée de Damoclès. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les rebelles des forces nouvelles, qui n'avaient pas été désarmés et avaient gardé leur structure de commandement, ont été accusés d'intimider, de bastonner les électeurs et d'avoir violé ou tué des militants de la majorité présidentielle, ce qui permit au Conseil constitutionnel de mettre en cause la crédibilité du scrutin et d'annuler le vote dans plusieurs bureaux. Dès lors, débutera un scénario surréaliste dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest,
autrefois havre de paix et de progrès. Les secrets de la présidentielle ivoirienne laissent croire que l'élection n'était qu'un prétexte pour enfin faire partir du pouvoir l'indécrottable Laurent Gbagbo. Les observateurs, tant européens qu'africains, envoyés sur le terrain s'accordent à se contredire. Parmi ceux-ci, outre plusieurs ONG d'Afrique, l'ex-premier ministre du Togo, Joseph Kofigo, dénoncera en même temps que le centre de commandement militaire intégré des exactions de nature à entacher sérieusement la sincérité du scrutin dans le nord encore sous contrôle de la rébellion. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Les envoyés de l'Union européenne, eux, affirmeront le contraire après avoir préalablement reconnu des échauffourées, mais qu'ils estimeront par la suite sans incidence majeure sur le vote. Paris se dit très préoccupé devant la cacophonie qui en découlera et manifestera même son inquiétude face à l'incapacité de commissions électorales indépendantes à donner les résultats de l'élection, alors que seulement 25 minutes la séparaient du délai d'expiration ce mercredi 1er décembre à minuit. Prise au piège du mode opératoire de consolidation des résultats qui prescrit le consensus et confrontée surtout aux difficultés structurelles de la commission composée d'une trentaine de membres de l'opposition contre seulement 4 de la majorité présidentielle, Youssouf Bakayoko, son président, avec un humour incompréhensible en cette période délicate, finira par concéder la forclusion. Remercier les Ivoiriens d'être aussi patients. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire et bien entendu des différents bureaux de vote et des différentes commissions locales. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Quand nous serons prêts, nous nous tournerons vers la télévision pour vous communiquer les résultats de notre délibération à l'ensemble de la population. Je veux donc leur demander d'être patients, d'être compréhensifs et puis de nous laisser le temps de travailler en toute sérénité. Il s'agit de problèmes d'une grande importance. Il n'est pas encore minuit, donc nous continuons de travailler. Il n'est pas encore minuit. Nous poursuivons notre travail. Cela signifie que nous n'avons communiqué, à l'heure où je vous parle, aucun résultat. Nous n'avons rien dit à qui que ce soit parce que nous n'avons pas achevé notre travail. Mais avant, l'Élysée tentera le tout pour le tout, demandant ce même mercredi à 23h45 à son ambassadeur à Abidjan, à la suite d'Alassane Ouattara, d'adresser un courrier au président de la commission électorale. Monsieur le Président, il nous revient de façon récurrente que le candidat de la majorité présidentielle vous a adressé une requête aux fins d'invalidation du scrutin dans certaines régions du Nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Or, au regard de la loi, il n'est pas de vos attributions d'invalider le scrutin, autrement nous vous aurions saisi en invalidation du scrutin dans les régions de l'Agnébi, du Haut-Sassandra, du Moyen-Comoé, du Fromager, de la Maraoué, des 18 montagnes, du Moyen-Cavali, des lagunes, pour les motifs ci-après. Empêchement de vote, violence et voies de fait sur nos représentants et militants, achat de conscience d'électeurs, séquestration de nos représentants, bourrage d'urnes, menaces de toutes sortes, atteinte à l'intégrité physique,
destruction de biens et toutes sortes de violations graves des droits de l'homme. C'est pourquoi nous pensons que la Commission électorale indépendante doit s'atteler aux seules tâches qui sont les siennes, à savoir proclamer sans délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Nous nous permettons de rappeler que le délai de 3 jours imparti à la Commission électorale indépendante expire ce jour, avec comme conséquence le risque de voir la CEI dessaisie, ce qui serait un échec dans la conduite de votre mission. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos considérations. Distingué, signé Alassane Ouattara. Le lendemain du mercredi 1er décembre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur instruction ferme de Sarkozy, appelle en téléconférence son représentant à Abidjan, le Coréen Choi, et le président Faure-Claude de la CEI, Youssouf Bakayoko, à donner et certifier, surtout avant le Conseil constitutionnel, des résultats quelconques de la présidentielle ivoirienne, pourvu que le vainqueur en soit Alassane Ouattara, comme l'exigent Paris et Washington. Susan Rice, alors présidente de l'ONU, membre du cabinet d'Obama, a été chargée de convaincre le président américain dans ce sens, comme le lui a demandé aussi son amie personnelle, Madame Toungara, ex-épouse d'Adama Toungara, membre influent du RDR, le parti d'Alassane Ouattara. La pression monte d'un cran contre Youssouf Bakayoko et Choi, qui, redoutant un soulèvement populaire sans commune mesure des partisans de Laurent Gbagbo, opposent un refus catégorique à cette entreprise périlleuse. Faure-Claude, et alors qu'il avait déjà transmis le dossier électoral au Conseil constitutionnel, tel que l'exige la loi électorale, Youssouf Bakayoko, accompagné par les ambassadeurs de France et des États-Unis, et assuré d'un asile à Paris, se retrouvera contre son gré à l'Hôtel du Golfe, quartier général de campagne de l'adversaire de Laurent Gbagbo, 24 heures plus tard, pour donner de façon lapidaire des résultats qu'il est forcé à reconnaître comme ceux du deuxième tour de la présidentielle du 28 novembre 2010. Ces résultats, repris en boucle par les médias français, conformément au plan de Paris, seront rejetés par le Conseil constitutionnel ivoirien, à qui revient la charge légale de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Tatiana Mosso, vous êtes notre correspondante permanente en Côte d'Ivoire, on vous retrouve dans Paris Direct depuis Abidjan. Racontez-nous le film de cette journée. On attendait les résultats pour mardi, puis mercredi, et finalement, c'est jeudi après-midi, tout à l'heure, que cette annonce a été faite, mais après une série de rebondissements. Effectivement, c'est un scénario incroyable auquel nous avons assisté cet après-midi. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Riviera pour assister à une conférence de presse du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Dans un premier temps, cette conférence a été repoussée, puis alors que nous étions plus que quelques journalistes, nous avons été invités dans la salle de presse. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, est arrivé, sans préambule, escorté par 2 militaires. Dans une brève élocution, il a détaillé les résultats de l'élection présidentielle en donnant Alassane Ouattara, candidat du RHDP, comme gagnant du scrutin avec 54,10% des suffrages contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Cette annonce aurait dû logiquement se faire au siège de la CEI, mais c'est sans plus d'explications qu'ils nous ont été communiqués. Ce sont bien entendu des résultats provisoires que le Conseil constitutionnel devra valider dans les prochains jours. Alors vous parlez du Conseil constitutionnel. Écoutons maintenant le président de ce Conseil constitutionnel qui s'exprimait justement à propos de ces résultats. Le Conseil constitutionnel, qui est chargé de donner les résultats définitifs, va faire son travail et la lumière sera faite sur l'élection. On ne peut pas éternellement rester dans les blocages et la CEI a été incapable de donner les résultats provisoires. C'est pour ça que nous en appelons à la sérénité de tous pour que le Conseil fasse son travail dans le calme et la tranquillité. Alors la sérénité de tous, toute la communauté internationale évoque ça. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU en a parlé, la Cour pénale internationale s'en est mêlée également. Mais concrètement, quand on entend ce président du Conseil constitutionnel dire que ces résultats sont encore en pointillés d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire, Tatiana ? Alors justement, après le délai expiré hier pour la CEI de proclamer les résultats provisoires, le dossier était désormais naturellement entre les mains du Conseil constitutionnel. C'est ce que c'est explicite dans le code électoral. Il faut préciser qu'avant cette annonce des résultats par le président de la CEI, le Conseil constitutionnel avait déclaré avoir été saisi déjà par la CEI.
Devant la taille de l'enjeu qui se résume au départ de Gbagbo du pouvoir, car résolu, estime Nicolas Sarkozy à se tourner vers des partenaires inhabituels, en l'occurrence la Russie et la Chine, les pouvoirs de Paris et des États-Unis vont prêcher, chacun pour sa chapelle, et jouer la carte de la fiction politique et du lynchage médiatique. Comme ici, l'exemple de ce jeune homme qu'aurait tué les patriotes selon les chaînes de télévision européennes et qui, contre toute attente, se relèvera quelques instants après, une fois le scénario terminé, ignorant qu'il était filmé cette fois d'une autre caméra cachée, plus impartiale. Le président sortant est dépeint par la presse française comme un dictateur hors pair, un mauvais perdant. Seul contre tous, Laurent Gbagbo appelle la communauté internationale à une enquête post-électorale avec, en filigrane, le recomptage des voix. Là aussi, l'ONU est seule à dénoncer, a priori, une injustice si les propositions de Gbagbo venaient à être prises en compte par l'Union africaine. Alors que des bulletins de vote au nord présentaient par endroits plus de votants que d'inscrits, ou simplement 0 voix pour le président sortant dans plusieurs centaines de bureaux de vote, où pourtant il était censé avoir des représentants. Ce sont au total des bourrages d'urnes que l'on subodore et l'embrouille née de l'octroi, sans raison apparente, d'environ 600 000 voix à Alassane Ouattara qu'il faudra décrypter. L'appel de Laurent Gbagbo est entendu par les présidents angolais José Eduardo dos Santos, le sud-africain Jacob Zuma et l'ougandais Yoweri Museveni. L'Afrique s'en trouvera très fortement divisée et l'Union africaine humiliée. J'ai été choqué par la prise de position urbi et torbi de la France dans cette affaire. Je pense que la seule position, c'était d'une position de retrait et de laisser les choses faire. Et donc s'attaquer compte tenu du passé, et compte tenu des 10 dernières années, compte tenu de ce qu'on savait des raisons de la crise ivoirienne, c'est-à-dire du rôle de Soro, du rôle des puissances étrangères. Je pense que la seule politique que moi j'aurais admis, ça aurait été au minimum le silence, et donc de laisser les pays africains régler leurs propres affaires. Et donc c'est cet angle-là que et donc pas tomber, parce que je pense que la situation que je n'ai pas suivie au jour le jour, elle est beaucoup plus compliquée que celle qu'on peut entendre par les reporters ici et là, qui regardent là une fois de plus uniquement sous un angle moral et militant. Et donc je pense que c'est une affaire qui concerne les Ivoiriens d'abord et les Africains ensuite, et que ce n'est pas à la France d'intervenir là-dedans. Je trouve que, en tout cas, critiquer violemment un recomptage des voix me semble, quand on veut vraiment mettre au pinacle comme valeur fondamentale la démocratie, ça me semble un peu contradictoire de ne pas au moins accepter cette affaire de recomptage des voix. Moi, ça ne me choquait pas du tout qu'on accepte le recomptage des voix, puisque s'il y a eu fraude et qu'il y a un problème, autant recompter les voix. Donc je trouvais que c'était si c'était la demande d'un côté, il fallait recompter les voix. Blaise Compaoré, le président burkinabé, et ses homologues Abdoulaye Wade du Sénégal et Jonathan Goodluck du Nigeria se voient arracher le dossier ivoirien. Mais Paris n'a pas encore dit son dernier mot. Les sanctions économiques contre la Côte d'Ivoire se multiplient pour pousser les populations à la rue contre Gbagbo. C'est-il seulement le président ivoirien qu'il est pris au piège de la bataille américano-française pour le contrôle du golfe de Guinée? La Côte d'Ivoire demeure un pays essentiel, avec son hub port, le deuxième d'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud, sa position médiane sur la côte atlantique et ses infrastructures économiques inégalées en Afrique de l'Ouest. Toutes choses qui devraient permettre des exportations rapides vers l'Europe et l'Amérique au départ du golfe de Guinée. Si les Congolais craignent que le scénario ivoirien se produise chez eux en 2011, c'est aussi parce que Joseph Kabila, en plus de la reconstruction des infrastructures, a aussi ouvert le jeu, passé d'importants accords avec les Chinois et diversifié les partenaires. Le FMI lui refusera même un prêt, lui reprochant ses transactions avec la Chine. Les termes des attaques
reposant sur des faits réels et sur un incontestable durcissement du régime, se dessine déjà. La corruption de l'entourage présidentiel, les violations des droits de l'homme. Quant à Laurent Gbagbo, s'il n'a pas réellement touché aux intérêts français, Total vient de se voir accorder un important champ pétrolier, Bouygues et Bolloré n'ont rien perdu, il a lui aussi fait jouer les appels d'offres, invité de nouveaux acteurs économiques qui, craint Paris, pourraient se rapprocher ainsi du golfe de Guinée. Il est également reproché à Gbagbo d'avoir laissé s'implanter les Libanais. La France a ainsi vu disparaître son hégémonie d'autrefois, de la même manière qu'au Congo, les Européens doivent désormais côtoyer de nouveaux partenaires. Derrière le maintien ou non de Gbagbo au pouvoir, se joue le contrôle du golfe de Guinée, cet Eldorado pétrolier que Français ou Américains, en perte de vitesse dans le monde arabe et unis pour cette fois, ne souhaitent pas voir passer en d'autres mains. À leurs yeux, Alassane Ouattara, ami personnel de Sarkozy, ancien directeur du FMI, gestionnaire libéral, représente un interlocuteur beaucoup plus crédible que Gbagbo le nationaliste.